Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre grande session d'information. Voici les titres de ce mardi 25 juillet. Dernier adieu à Gérard César. Les funérailles du journaliste guadeloupéen ont été célébrées ce matin à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul en présence de ses proches, de ses amis et de nombreuses personnalités. Quelques témoignages dans ce journal. Prévenir la noyade, un défi à relever chez nous. Seules 2 communes de l'archipel disposent de maîtres nageurs pour la surveillance des baigneurs. Un dispositif coûteux pour des communes déjà asphyxiées financièrement. Une nouvelle compagnie maritime pour rejoindre les Saintes. Après les bus, la société Ster Carolis annonce des rotations régulières et une politique tarifaire offensive dès la fin du mois. Présentation dans un instant. Reine d'Afrique, héroïne de la diaspora noire, l'hommage de Sylvia Serbin aux figures féminines qui ont marqué l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora de l'Antiquité au début du XXe siècle. La journaliste et historienne était de passage chez nous. Mais on commence avec des nouvelles du temps. La Guadeloupe est toujours placée ce soir en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. L'onde tropicale 22, particulièrement active depuis hier soir, arrose toujours l'archipel en ce moment. Des poteaux électriques menacent de tomber par endroits et des chutes d'arbres ont été enregistrées sur plusieurs axes routiers. Également sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Vous le voyez sur ces images de Ludovic Guédu. Voilà des images tournées ce matin par Ludovic Guédu. Ses proches et ses amis lui ont rendu un dernier hommage ce matin à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre. En présence de quelques personnalités, le journaliste Gérard César a été conduit ce matin à sa dernière demeure au cimetière de la commune. Grande figure de la culture guadeloupéenne, nul doute que sa voix restera à jamais gravée dans les mémoires. Oui, dire ici. À l'arrivée de la dépouille de Gérard César à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre, ses amis prennent place pour porter son cercueil jusqu'à l'autel. Une scène qui déchire le cœur des fans venus rendre un dernier hommage à leur Gérard national. Mais mon Dieu, pour aujourd'hui là, je n'ai rien compris. J'ai appris son décès à la radio. J'aimais bien écouter sa voix. Je l'aimais très bien par hasard comme ça. Il y a une tristesse difficile à lire ce matin. Dans l'église, ses proches bien sûr et ses amis rencontrés. C'est parce que nous avons marché à côté de Gérard. Lors d'une vie multiple. Ceux de la télé, de la radio, du monde politique ou de la musique. Des chants nourris et une émotion palpable ponctuent cet instant. Puis sa dernière ovation quand la cérémonie s'achève, quand sort le cercueil de Gérard César, ses amis, ceux qui l'ont côtoyé parfois plusieurs dizaines d'années, sont déjà sur le parvis. On a toujours l'impression que les gens sont éternels. Non, ils ne sont pas éternels. Et ça nous le rappelle aujourd'hui, cruellement, mais fortement. Gérard, il était là pour nous guider et on dit heureusement. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour très très triste pour la baby class. Je crois qu'un grand merci s'imposait et je crois qu'il a vraiment contribué à faire connaître tous les arts parce qu'il aimait toutes sortes de musique. Cette musique latino-américaine, celle qui aura éveillé tout son sens, l'accompagne pour l'ultime chemin. C'est ici, dans ce cimetière, qu'est descendu le corps de Gérard pour l'éternité. Dis maman bonjour maman, dis Vanna, dis Annick bonjour, dis tout ça qui partit bonjour maman. Gérard César a donc rejoint ses parents.
Plus réjouissant, on va parler des vacances, synonyme de baignade et de sortie en mer. Ce 25 juillet est la journée mondiale de la prévention de la noyade. La plage de Rivière-Sens à Gourbert accueillait cet après-midi des ateliers de démonstration, de sauvetage et de secourisme aquatique. Objectif, apprendre les bons gestes et prévenir les accidents. Thierry Philippe. La plage de Rivière-Sens à Gourbert, théâtre d'une démonstration de sauvetage, une action programmée dans le cadre de la journée mondiale de la prévention de la noyade. Le mauvais temps n'a en rien démotivé tous les participants, notamment des jeunes lycéens de Gerville-Réache, comme Michael et Talissa qui ont passé au crêpes ce matin avec succès leur brevet de surveillance baignade. Je trouve ça bien aussi de sauver les gens, tout ça. Donc du coup, comme on est les jeunes de demain, normalement nous sommes les jeunes de demain, mais du coup, je me disais pourquoi pas d'abord passer justement ce diplôme pour peut-être plus tard en faire un métier. Ce qui était le plus compliqué pour moi, c'était d'aller prendre les mannequins au fond de l'eau, car ils avaient quand même un poids. Des parents avaient aussi fait le déplacement, jugeant d'importance la pratique de la natation. C'est une proposition du proviseur du lycée que j'ai trouvée très intéressante. Nous vivons sur une île. Il est indispensable pour nos enfants non seulement de savoir nager, mais de pouvoir porter secours également. Cette journée prise en main par le CNRBT est à l'initiative du comité départemental de sauvetage, de secourisme et l'appui technique des maîtres nageurs sauveteurs, éducateurs sportifs des activités de la natation et sauveteurs aquatiques. Nous sommes associés parce qu'en Guadeloupe, nous avons 270 sites de baignade. Sur ces 270, il y en a 100 qui mériteraient d'être surveillés, d'avoir un poste de secours. Or, il n'y en a que 2 qui en ont. Une dizaine de salariés seulement, alors que cette centaine de postes pourrait créer 600 emplois de jeunes. Les organisateurs entendent bien mener de nombreuses actions sur cette base départementale du centre de formation au métier de l'eau, du sauvetage et du secourisme, installé sur le plan d'eau agréé de la plage de Rivière-Sens à Gourbert. Alors justement, fait-on suffisamment de prévention de la noyade dans l'archipel pour la surveillance des plages? La Guadeloupe, territoire pourtant bordé d'eau, est à la traîne par rapport à l'Hexagone. Peu de communes recrutent des maîtres nageurs pour la sécurité des baigneurs. Alors comment l'expliquer? Marilyn Plaisir, Olivier Duflot. C'est l'un des terrains de jeu favoris des vacanciers. Et entre les lignes d'eau balisées par ces flotteurs marrons, Yannick le maître nageur ouvre l'œil. Tous les jours sauf le lundi, car la baignade est sous surveillance 6 jours sur 7. On surveille un petit peu généralement en balaye, mais principalement on reste concentré sur notre zone de baignade. Si jamais on doit intervenir en dehors de cette zone, on interviendra. Ce jour-là, il n'est pas en service, mais il a accepté de nous parler de sa mission. Et de cette plage, aux eaux calmes et à première vue sans danger. Même dans très peu d'eau, ça peut être un malaise qui est fait dans l'eau. Ça peut être aussi un enfant qui échappe facilement à la vigilance des parents. Au niveau de la digue, derrière la digue, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la machine à laver. C'est un endroit où il y a pas mal de courant et donc à quelques reprises, ça nous est déjà arrivé d'intervenir là-bas. Chaque jour ici, pendant la haute saison, près de 500 baigneurs de tous âges. Alors pour leur sécurité, un poste de secours. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en surveillance, mais je suis de passage, donc on va vérifier le matériel pour voir si tout est opérationnel. Que si la bouteille d'oxygène ne fonctionne pas, le poste, on ne peut pas l'ouvrir. Donc la vérification se fait avant l'ouverture du poste. Tac. Donc vous avez entendu, ça en va de l'oxygène. À Sainte-Anne, 2 maîtres nageurs manquent à l'appel pour une baignade surveillée 7 jours sur 7. Mais sur les plages de Déhay, pas le moindre sauveteur en vue. Ici, c'est la première plage qu'on fait où il y a quand même pas mal de courant, qu'il y a pas mal de vagues. Et c'est vrai que ça nous pose un peu question le fait que ce ne soit pas surveillé. Surtout quand on est en groupe comme ça, où il y a plein de petits, on passe son temps à faire le maître nageur. Mais ici, sur toutes les plages, des panneaux qui alertent sur le danger. Vous voyez par exemple ce panneau, c'est une obligation légale. Car il y a une trentaine d'années, 2 baigneurs victimes de la houle ont porté plainte pour défaut d'information. La commune de Déhay a déjà été condamnée malheureusement à 2 reprises. Voilà ce que risque une collectivité. À l'époque, 3 millions de francs de dommages et intérêts versés à un jeune touriste, devenu paraplégique. Alors depuis, plus d'entorse à la loi, avec des panneaux qui affichent la couleur. Mais Madame le maire a tout de même sorti la calculette. 6 maîtres nageurs à recruter pour une seule plage, ça équivaut à plus de 280 000 € de salaire par an.
ne paie pas pour aller sur les plages. Donc je ne voudrais pas que, comme ça se passe déjà maintenant, que ce soit le contribuable qui ait à payer les dépenses liées à la surveillance. Salaire, matériel et équipement de secours qui pèsent sur le budget des municipalités. À moins de les faire endosser par les communautés d'agglomération. Aujourd'hui, Sainte-Anne et le Moule sortent la tête hors de l'eau, avec des plages surveillées par des maîtres nageurs sauveteurs. Du nouveau sur la desserte maritime entre les Saintes et Trois-Rivières. La société Ster Carulis, connue pour ses bus, annonce une nouvelle liaison pour la fin du mois. La compagnie annonce des rotations régulières et une politique tarifaire offensive. Jackie Massico, Ludovic Guédu. Déjà leader dans le secteur interurbain du transport avec ses bus Carulis, la compagnie vient de franchir le Rubicon pour se lancer dans le transport maritime de passagers. Cap sur les Saintes avec une nouvelle rotation qui reliera ces îles du Sud à Trois-Rivières. Inauguration de la nouvelle desserte prévue le 28 juillet prochain à Terre-de-Bas avec le positionnement sur la desserte d'un nouveau navire à passagers de 90 places. Aujourd'hui, après avoir fait un certain nombre de démarches par rapport à l'activité terrestre, il y a aussi des besoins sur le maritime, puisqu'on a la chance d'être un archipel et donc d'avoir des îles. Et le besoin de transport est également permanent sur les dessertes, même celles qui sont bien desservies. En règle générale, les collectivités ne contribuent pas au service et donc il y a des rotations, notamment celles du Midi, qui ne sont pas assurées pour des raisons économiques. Et donc oui, on va clairement répondre à un besoin aussi bien local que touristique. Sur une desserte régulière très concurrentielle, notamment dans les années 90, mais où l'activité a périclité ces dernières années, la nouvelle compagnie annonce plus de rotations et une tarification défiant toute concurrence, de quoi séduire des populations de ces îles du Sud, tributaires de la double insularité. Aujourd'hui, nous serons avec cette nouvelle unité la première compagnie à passagers sur la desserte, Trois-Rivières-les-Saintes, à utiliser donc les panneaux solaires qui vont produire donc, de l'électricité, de l'énergie, et également le produit additif par rapport donc au carburant. Donc oui, en tout cas, c'est une très bonne base qui va nous permettre de développer autre chose demain et pourquoi pas de faire tout en sorte qu'un navire puisse être solaire ou électrique. Au-delà des rotations régulières entre Trois-Rivières et l'archipel des Saintes, la compagnie veut aussi rallier régulièrement Terre-de-Bas et Terre-de-Haut et abolir la distance entre deux îles sœurs, si proches et parfois si distantes. Et on reste dans le transport aérien cette fois et on reparle du conflit Air-Antilles. Dans un communiqué, Victorin Lurel appelle le gouvernement à engager en urgence une médiation dans le conflit social entamé le 14 juillet dernier afin de renouer le dialogue au plus vite et d'empêcher la disparition de la compagnie. Fin de citation. Et désormais, fini l'entrée au Royaume-Uni sans visa pour les Dominicains. Ceux qui détiennent un passeport de la Dominique doivent demander un visa pour voyager ou transiter par la Grande-Bretagne. Un changement imposé par le gouvernement britannique. Ce dernier déplore des abus dans le programme dominicain qui offre la citoyenneté à toute personne qui investit au moins $100 000 sur l'île. Le Premier ministre Roosevelt Skerrit a tenu hier à rassurer ses partenaires. On l'écoute. En tant que petit État insulaire en développement, la Dominique a utilisé son programme de citoyenneté par l'investissement pour faire face à l'impact dévastateur du changement climatique sur notre île, renforcer notre autonomie, transformer notre économie, stimuler la croissance, améliorer notre résilience climatique et rendre les communautés locales plus autonomes. La Dominique a été très coopérative dans la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures visant à réprimer les personnages peu recommandables qui pourraient vouloir utiliser le programme comme point d'entrée vers des pays comme le Royaume-Uni. Le niveau d'inspection qui a lieu dans le cadre du processus de vérification est si élevé qu'il laisse peu de chances aux indésirables d'être acceptés sans suspicion.
11 ans qu'ils permettent aux descendants d'esclaves de connaître leur histoire et celle de leurs ancêtres. Les ateliers itinérants en choucage du CM98 s'installent en Guadeloupe sur plusieurs sites jusqu'au 28 juillet avec le parc national. Objectif, mettre à jour les véritables patronymes des esclaves et leur filiation avec les familles guadeloupéennes d'aujourd'hui. Une session était proposée au domaine de Duval à Petit Canal. Jackie Massico, Ludovic Guédu. Dans une société post-esclavagiste tiraillée par les soubresauts de l'histoire, ils sont de plus en plus nombreux à rechercher une boussole identitaire, une quête qui passe par l'exploration minutieuse des archives, la recherche des filiations et des patronymes dont les ancêtres réduits à l'état de meubles furent dépouillés lors de la traite négrière, l'un des plus horribles crimes contre l'humanité. Certains, cependant, pour des raisons personnelles, ne sont que dans la simple recherche généalogique. J'ai juste les informations de mes grands-parents. Du côté paternel, on est au deuxième niveau. Du côté maternel, en fait, on a juste son nom, son prénom. On ne parvient pas encore à avoir des informations supplémentaires. C'est un peu compliqué parce que la famille n'est pas ici, c'est de la famille éloignée. Mais je veux quand même trouver l'origine parce qu'ils tiennent à ce qu'on sache d'où on vient. Quand on connaît sa famille, quand on sait d'où on vient, en fait, on n'a pas besoin de se poser de questions. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, a beaucoup manqué à la population guadeloupéenne, enfin en tout cas des Outre-mer. Et le travail que fait le CM98 est précieux pour ça, parce qu'il nous donne accès plus facilement que ce qu'on pourrait imaginer à toutes ces informations dont on a en fait besoin pour se construire des racines. Ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers Enchoucage, active sur les réseaux sociaux. L'association organise aussi des ateliers itinérants, un prolongement de l'action initiée par le CM98, le comité initié par le docteur Romana et des militants de la diaspora. La France est beaucoup reconnue abolitionniste, mais sans jamais vraiment penser aux victimes. Et de façon générale, les gens pensent à fêter, si on peut dire, l'abolition de l'esclavage, mais pas vraiment de penser pour les victimes. Donc l'association est née de ce manque et de l'idée aussi de penser aux victimes de l'esclavage, aux personnes qui ont vécu l'esclavage comme à nos parents. Parce que ce sont nos parents, surtout quand on fait la généalogie, on se rend compte que vraiment ce sont nos parents. Et les patronymes qui ont été donnés à l'époque, ce sont des noms qu'on trouve encore aujourd'hui en Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion ou en Guyane. Un travail de mémoire, de résistance et d'appropriation de leur histoire et de leur identité, devenu une impérieuse nécessité pour une majorité de Guadeloupéens. Et le dernier atelier se tiendra le 28 juillet de 16h à 19h à Trois-Rivières. Allez du sport, ça y est, le compte à rebours est officiellement lancé pour les Jeux Olympiques. Pour la première fois de l'histoire des Jeux, les drapeaux représentant les anneaux, les agités, l'emblème de Paris 2024 sont de passage en Guadeloupe. Une tournée sur plusieurs communes de l'archipel qui a commencé ce matin à Trois-Rivières dans un centre de vacances accueillant notamment des personnes en situation de handicap. Bruno Panciovillon. Malgré les intempéries, l'hymne olympique a pu être joué dans ce centre équestre en présence des drapeaux olympiques, paralympiques et celui de l'organisateur des prochains Jeux, Paris 2024. C'est une fierté pour la Guadeloupe de participer à cette célébration à J-1 an des Jeux de Paris 2024 parce que toute cette semaine, c'est l'ensemble de la France qui est en fête pour cet événement avec des activités sur Paris, mais un signal fort pour l'outre-mer et en particulier pour la Guadeloupe. C'est pour nous l'occasion aussi de mettre en valeur les communes, les jeunes, les associations qui font bouger aussi le sport en Guadeloupe et qui permettent aussi de ressentir cet engouement autour des Jeux qui va avoir lieu maintenant dans un an. Si les Olympiades sportives prévues ce matin ont été remplacées par un rapide défilé entre deux averses, tous étaient très heureux de pouvoir partager un message fort. On a vraiment envie de faire de ces Jeux une opportunité pour toutes et pour tous. Et donc là, forcément, en Guadeloupe aussi, et on a envie d'embarquer tout le monde. C'est une opportunité de dingue, c'est aussi une possibilité
d'embarquer autour de programmes pour la promotion du sport, pour utiliser le sport comme outil éducatif, comme outil d'inclusion. Et là, on le voit, c'est un superbe exemple d'inclusion. Et donc, c'est vraiment cette notion de partage des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques, des valeurs qu'ils peuvent transmettre. Enfin, une éclaircie pour une séance photo, avant que les drapeaux olympiques rejoignent Saint-Claude, puis Basse-Terre. Demain, mercredi, ils seront à Grandbourg, Marie-Galante, Sainte-Anne et Le Gosier. Jeudi, fin de la tournée avec Bémao, Morne-à-l'Eau et le Crêpe Saint-Guyane, situé aux Abîmes. Et quoi de mieux qu'une victoire pour se transcender avant les Jeux? Marie-Florence Candassamy, l'escrimeuse guadeloupéenne, a été sacrée ce soir championne du monde à l'épée. Elle a battu en finale 15-12 l'Italienne Alberta Santuccio. C'est son premier titre individuel mondial. Marie-Florence est la première Française titrée depuis 2010. Inquiétude en revanche pour l'équipe de France de foot engagée dans le mondial. À 5 jours d'un choc crucial face au Brésil, l'état physique de Wendy Renard donne des sueurs froides à l'encadrement. La joueuse de 33 ans a été touchée au mollet. À Sydney, on fait le point avec Martin Charmasson et Christian Vavenec. La capitaine des Bleus, Wendy Renard, est bien présente à l'entraînement aujourd'hui. Son état de santé concernant sa douleur au mollet sera évalué au jour le jour. Et aujourd'hui, c'est une séance aménagée pour elle avec du vélo, alors que ses partenaires, elles, sont dans l'entraînement collectif. Wendy Renard, dont on ne sait pas encore si elle pourra ou non jouer le prochain match. Ce qui est certain, c'est que son apport est inestimable pour l'équipe de France, notamment sa taille, 1m87, mais également, souligné Amel Majri, sa coéquipière, et bien son expérience, 4 participations à la Coupe du Monde et aussi son apport offensif, 4 buts marqués lors de la dernière édition en 2019. Voilà ce qu'on peut en dire aujourd'hui de la situation concernant cette joueuse Wendy Renard, mais les Bleus restent positives. Elles rappellent qu'elles n'ont pas encaissé de but contre la Jamaïque, qu'elles vivent un rêve et que le match à venir contre le Brésil, une équipe qui leur ressemble, devrait être plus ouvert. Les héroïnes de la diaspora noire réunies dans le dernier ouvrage de Sylvia Serbin, Reine d'Afrique. Un livre qui rend hommage aux figures féminines qui ont marqué l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora de l'Antiquité au début du XXe siècle. La journaliste et historienne était en Guadeloupe pour une conférence sur son livre. Paul-Henri Scoll et Daniel Quérin. Sylvia Serbin nous fait partager la vie de ces tempéraments d'exception dont la lecture suscite admiration, tristesse, horreur et respect. Selon l'auteur, c'est le seul ouvrage consacré jusqu'ici à des femmes africaines en tant qu'actrices historiques. Il y a des résistantes à l'esclavage comme Solitude, il y a des reines d'Afrique et d'autres femmes qui ont marqué l'histoire à des degrés divers dans leur pays. Et ces femmes n'apparaissent pas du tout dans la transmission de l'histoire, alors qu'elles ont participé à des combats de leur communauté en compagnie d'hommes pour défendre leur patrie, défendre leur liberté. Et elles sont totalement absentes non seulement de la transmission, des livres et de la mémoire aussi. Plus d'une dizaine d'années d'investigation et de témoignages ont été nécessaires pour la journaliste historienne auteure de ce livre. Elle nous fait découvrir 25 portraits de femmes d'influence résistantes à l'esclavage et à la colonisation, guerrières, victimes ou mères de héros pour la plupart inconnus du grand public. C'est une façon un peu de rétablir les choses face aux falsifications de l'histoire, puisque des documents existent, des archives existent, et puis nous avons des traditions orales aussi qui valorisent tous ces personnages de notre histoire. Une contribution basée sur les sources écrites et orales, fruit de 10 années de recherche qui nous entraîne du nord au sud du continent à la découverte de pages méconnues de l'histoire de l'Afrique. Ce livre nous dévoile aussi des facettes inexplorées de certaines sociétés de l'Afrique précoloniale. Ainsi s'achève votre édition régionale. Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations à retenir ce soir. Le dernier adieu à Gérard César. Les funérailles du journaliste guadeloupéen ont été célébrées ce matin à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul en présence de ses proches, de ses amis et de nombreuses personnalités. Quelques témoignages dans ce journal. Et puis sachez que nous sommes toujours placés ce soir en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Soyez donc prudents. Retour de l'information, 6h, Julien Babel. Je vous retrouve à 19h pour les titres de l'édition régionale. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur notre antenne. À demain.